Benjamin Stora est l'invité du Mag-Orient. Bonsoir Benjamin Stora, historien spécialiste de l'Algérie. Vous avez remis en main propre mercredi dernier votre rapport à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui est le premier président français à être né après cette guerre, qu'il soit un enfant de l'indépendance et non de la colonisation. Est-ce que c'est un avantage pour avancer sur ce dossier ? C'est certainement un avantage à la mesure où les autres présidents de la République, que ce soit Charles de Gaulle ou François Mitterrand, ont été des acteurs directs de cette histoire. Puis ensuite, Jacques Chirac a fait la guerre d'Algérie, bien entendu, et Nicolas Sarkozy et François Hollande sont nés pendant la guerre d'Algérie. Donc ils ont été naturellement très marqués, touchés par cette période d'histoire très particulière de l'histoire française, bien sûr. C'est un personnage, Emmanuel Macron, qui est loin de cette histoire, puisqu'il n'est pas né en Algérie, il n'a pas de parents qui sont originaires d'Algérie et il n'a pas de lien direct, on peut dire, avec cette histoire. Et parmi vos préconisations, l'organisation de commémorations importantes, la reconnaissance de l'assassinat de cet avocat algérien, Ali Boumengel, qui a été torturé puis exécuté en 1957, l'ouverture d'archives communes, reconnaître les crimes sans présenter d'excuses, est-ce que c'est pas un peu faire la moitié du chemin, Benjamin Stora ? Non, je ne pense pas, parce qu'il faut commencer déjà par établir un niveau de connaissance réciproque. La question centrale, c'est la culture, la connaissance, et non pas partir directement, disons, sur des slogans idéologiques. Nous savons tous que les autorités algériennes, depuis de très nombreuses années, souhaitent des excuses, de la repentance sur ces questions, etc. Or, la plupart des gens dans la société française ignorent quelles ont été véritablement ce qui s'est passé pendant cette séquence particulière d'histoire. Et donc, il faut d'abord, pour que la réconciliation, si un jour elle peut exister, bien, il faut d'abord connaître ce qui s'est passé. Pourquoi les gens étaient là depuis si longtemps? Pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'engrenage de cette guerre? Est-ce qu'il y a eu des possibilités de rencontres, de contacts? Pourquoi, disons, il y a eu cette opposition radicale? Pourquoi toute cette tragédie? Bref, et je crois qu'il faut commencer à se parler d'abord, plutôt que de continuer à brandir ou à s'exprimer à travers, disons, des slogans. Même si Emmanuel Macron, avant qu'il soit élu en 2017, et à Alger en plus, avait évoqué un crime contre l'humanité, il ne fallait pas s'attendre quand même à aller plus loin dans la démarche ? Dans la mesure où il a déjà caractérisé, selon lui, disons, l'état de la situation historique, alors, bon, maintenant, le problème qui était le mien, selon moi, c'était de dresser un état des lieux concrets, un inventaire, disons, des choses à faire, et de ne pas revenir en arrière sur la caractérisation historique. En l'occurrence, il y a énormément de choses, des dossiers qui existent encore entre la France et l'Algérie. Par exemple, la question des archives, faut-il les restituer ou pas ? Ouais. La question des disparus. Vous savez, il y a des gens qui ont disparu pendant la guerre d'Algérie, on n'a pas retrouvé leurs traces. Donc je propose d'établir un guide des disparus entre Français et Algériens. Bien entendu, c'est important. Bon, il y a la question des essais nucléaires qui ont été faits au Sahara, y compris après l'indépendance de l'Algérie. Donc la question, c'est de savoir si les populations locales ont été touchées au Sahara, ont été touchées par ces expériences atomiques. Il y a d'autres questions, comme par exemple aussi l'entretien des cimetières. Ouais. Les cimetières, il y a beaucoup d'Européens, de Juifs d'Algérie qui sont restés enterrés en Algérie. Donc la question centrale, c'est de savoir comment et qui va prendre en charge l'entretien de tous ces lieux de mémoire, tous ces cimetières. Bref, il y a énormément de travail à faire et on se réfugie toujours dans des slogans abstraits depuis maintenant 60 ans. Vous recommandez également dans votre rapport des gestes symboliques comme par exemple la restitution à l'Algérie de l'épée de l'émir Abdelkader, héros de la résistance à la colonisation française au 19e, ou encore la panthéonisation de Gisèle Halimi, célèbre avocate anticolonialiste. Ce ne sont pas des mesures tonitruantes, on l'a bien compris, ce sont des petits gestes. C'était ça, c'était votre volonté d'avancer pas à pas? Moi, vous savez, j'ai toujours eu cette volonté d'avancer par des gestes, oui, pas à pas. Par exemple, en 2008-2009, Nicolas Sarkozy avait restitué la carte des mines posées à la frontière tunisienne, puis qui ont fait beaucoup de dégâts. Ce sont des gestes très pratiques. Il y avait eu la restitution aussi des archives audiovisuelles qui avaient été rendues à l'Algérie au niveau de, disons, ce qui s'était passé. Par exemple, les registres du cadastre aussi, ça c'est très important. Donc je suis pour la multiplication des gestes, à la fois symboliques, bien
bien sûr, hein, mais aussi des gestes concrets, des gestes pratiques, parce qu'à force, disons encore une fois, d'avoir des discussions extrêmement idéologiques, on n'arrive pas véritablement à avoir des rapports réguliers, classiques, évidents, normaux entre la France et l'Algérie. Ouais. Alors il y a, Benjamin Stora, les harkis, les rapatriés, les appelés du contingent, les immigrés algériens. En France, ce sont plus de 7 millions de personnes qui ont un rapport parfois douloureux à l'Algérie. Est-ce que votre rapport, il a aussi cette vocation d'une réconciliation franco-française, si j'ose dire ? Ça a été d'abord ça, puisque c'est le président de la République française qui m'a demandé ce rapport. Ce n'est pas un rapport demandé par la République algérienne, c'est un rapport franco-français, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fractures, il y a beaucoup de déchirures, il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas refermées de cette histoire, qui s'est terminée très vite et très tragiquement d'ailleurs, puisque la France est restée à la fois 132 ans en Algérie, mais elle est partie très vite, en quelques mois seulement. Et donc, à partir de là, il y a eu beaucoup d'amertume, beaucoup de ressentiment, beaucoup de blessures, beaucoup de groupes portés par cette histoire qui toujours encore sont dans des revendications mémorielles. Bien sûr, les harkis, qui revendiquent, disons, qu'on puisse reconnaître le massacre qui a été le leur, notamment après l'indépendance de l'Algérie. Mais il y a d'autres groupes. Il y a les appelés, les soldats. 1,5 million de soldats français sont partis en Algérie. Ouais. C'est considérable. C'est le groupe le plus nombreux, d'ailleurs, le plus important. Et puis, n'oublions pas, bien entendu, les Européens, ce qu'on appelle les pieds noirs, dans lesquels il y avait d'ailleurs les Juifs d'Algérie, qui eux étaient là depuis des siècles. Ils n'étaient pas simplement des pieds noirs. Ils étaient là sur la terre algérienne depuis des siècles et des siècles. Donc tous ces groupes, ça forme beaucoup de monde, énormément de monde. Voilà. Alors on va se tourner à présent vers Nathanaël Chouraki, parce que Nathanaël a lu pour nous la presse algérienne. Nathanaël, bonsoir. Vu d'Algérie, comment il est perçu ce rapport Benjamin Stora ? D'après le dessinateur Dilem Cyril dans le quotidien Liberté, ce n'est pas vraiment les 150 pages du rapport Stora qui donnent des sueurs froides au président Macron, mais bien le poids de l'histoire qui pèse dessus. Et c'est d'ailleurs bien plus de 150 pages que ce rapport a généré de l'autre côté de la Méditerranée. Alors principalement à charge, il faut bien le dire, la France ne veut ni s'excuser ni se repentir, déplore le quotidien arabophone El Habar. C'est le principal reproche. Comme on l'a entendu, le rapport ne préconise pas d'excuses. Alors le quotidien Liberté tient tout de même à nuancer les choses. Le rapport Stora, dit-il, a tenté de trouver un équilibre entre les exigences historiques et les susceptibilités politiques. Alors le gouvernement algérien, vous le savez, n'a pas encore véritablement réagi, mais l'on peut peut-être tenter une conjecture en lisant le quotidien L'Expression, que l'on sait proche du pouvoir. Bien que jugé assez imparfait, le volontarisme français est assez salué dans L'Expression, qui parle d'une nouvelle phase, un nouvel élan, un rythme nouveau. L'Expression loue même l'esprit du président Macron, qui a su faire montre de pédagogie et parfois de courage. Alors des réactions à charge, des réactions plus nuancées, on vient de le voir. Il y a au fond beaucoup d'indifférence aussi, Nathanaël, il faut bien le reconnaître. Oui, chez certains Algériens, le sentiment que c'est un faux sujet ou que c'est hors sujet. Et dans la presse, toujours de manière assez subtile, le sentiment que c'est un mauvais sujet. Ahmed Cheniki, un journaliste sur sa page Facebook relayé par Monde Afrique, refuse que le débat soit cadré par la France dans une logique discursive à la Foucault. Celui qui entame le débat, dit-il, vous incite à épouser les contours de son discours. En réalité, ce qu'il explique, c'est que c'est encore être dans la posture du colonisé que de s'intéresser au discours du colonisateur. C'est surtout, dit-il, une affaire franco-française. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est ce que proposent les Algériens, dit-il. À noter également la réaction de Kamel Daoud, toujours sur cette question des excuses dans Le Point. Les excuses de la France, dit-il, sont parfois plus utiles quand on les demande que lorsqu'on les obtient. Ce qu'il entend par là, c'est que les vétérans, qui selon lui bloquent le pays, présentent l'obtention d'excuses comme un préalable de mauvaise foi qui bloque l'accès au présent et aux problèmes actuel de l'Algérie. On se trompe de sujet, donc. Merci Nathanaël Chouraki. Benjamin Stora, pour vous défendre des critiques qu'on vient d'entendre, est-ce que vous avez décidé de publier une tribune dans un quotidien algérien, le quotidien d'Oran? Qu'avez-vous dit aux Algériens en substance? Très simplement que moi, ce que j'ai demandé et ce que j'ai voulu faire, c'est une méthode, une pédagogie qui est celle, disons, de la culture, de la connaissance et du savoir,
Ce rapport, c'est essayer de comprendre l'autre et de se comprendre mutuellement, réciproquement. Il y a un tel fossé qui existe, creusé au fil des générations entre la France et l'Algérie, qu'on peut voir la naissance de mémoires dangereuses, c'est-à-dire à travers des fantasmes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Ahmed Chéniki, qui dit on est le colonisé, le colonisateur, tout ça. Moi, je suis un intellectuel qui transcende les nationalismes. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent se parler, se connaître leur histoire, connaissent leurs blessures, puissent, se reconnaître les uns dans les autres, parce que sinon, quand ta jeunesse, notamment, n'est pas au courant d'une histoire réelle, elle fantasme, elle reconstruit des mythes guerriers, et les aventures peuvent être très dangereuses. Ça sera ma dernière question. Vous avez, pour paraphraser le portrait qu'a fait de vous le New York Times, passé votre vie à vous souvenir de ce que la France a essayé d'oublier. Quel regard vous posez aujourd'hui, puisqu'on vous parle de Tel Aviv, sur le conflit israélo-palestinien, même si évidemment comparaison n'est pas raison? Vous avez raison de terminer par cette phrase, comparaison n'est pas raison. Il y a beaucoup de différences qui existent dans cette histoire, dans ces conflits, etc. Mais par contre, il y a un point qui est commun, c'est de se connaître les uns les autres. C'est de faire en sorte, précisément, qu'on puisse connaître les trajectoires des uns et des autres, les sentiments des uns et des autres. Si on s'enferme dans une sorte de séparation des mémoires, si on s'enferme dans la méconnaissance de l'histoire réelle des uns et des autres, alors les nouvelles générations grandissent avec des mémoires séparées, des mémoires communautarisées, et qui finissent par devenir des mémoires dangereuses. C'est cette leçon-là, à mon sens, qui est la plus importante. Merci Benjamin Stora d'avoir accepté l'invitation du Magorian pour nous parler de votre rapport remis donc la semaine dernière au président Macron. Merci.